Dans un de mes livres qui a été traduit en français, effectivement, les gens vivent dans une ville qui a l'air parfaitement normale, si ce n'est qu'elle est recouverte d'un dôme en verre. Et dans cette ville, tout le monde joue un rôle. Par exemple, les enfants qui vont à l'école, ils circulent dans la ville dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand vous allez au gymnase faire de l'exercice, en fait, vous générez du courant qui est réinvesti dans la ville pour la faire tourner. Donc tous les mouvements effectués par les humains dans la ville servent à produire de l'énergie qui va la faire vivre. Le problème, c'est que ce modèle commence à vieillir, il a plus de 200 ans, et ça commence à disjoncter dans tous les coins, et que ceux qui sont responsables de la coordination de tous ces mouvements commencent à se rebeller. And within the city, there are different levels, and the upper levels, the ones that have the most daylight, are occupied by the most privileged people. But they're also, in some ways, it is a good system because all the schools are on the top levels, and none of the schools have roofs, so all the children get as much light as possible. But as you go down the levels, go further down the levels, and you have more workers, and you also have the criminal class. So at one of the bottom levels, you have markets where you can get black markets, goods, illegal materials. And because there are no new materials being made, criminals are gaining more and more control over the materials that are left. So the deeper down you go into the workings of the machine, the more dirty and gritty and violent and criminal it becomes. C'est aussi une ville où il y a différents niveaux, différentes strates. Ceux qui sont le plus haut, c'est ceux qui ont droit à la plus grande quantité de lumière. Et donc c'est là qu'on met les gens les plus importants de la ville. Bon, c'est aussi là qu'on met les écoles. Et plus on descend et plus on va vers le bas, et moins on a de lumière. Et c'est là qu'on se rassemblent les couches les plus basses de la société, les ouvriers, mais aussi les criminels. Et donc c'est les bas-fonds à proprement parler. Et les criminels finissent par avoir la main mise sur tous les matériaux du fond. Donc là, on a une ville, je dirais, qui représente une métaphore. C'est une des choses que la science-fiction imaginaire fait bien, c'est-à-dire d'écrire une ville dont le fonctionnement même nous renvoie aux contradictions de notre société. Et quand on dessine, c'est-à-dire quand on travaille justement avec un dessinateur, qu'on fabrique une ville qui est à ce moment-là non pas une métaphore, mais peut-être une esthétique, peut-être un surgissement dans le paysage qui est un décalage. Comment est-ce qu'on traite les valeurs mêmes de la ville? Est-ce qu'il y a encore des gens pour habiter des villes ou pour avoir envie d'y habiter? Le projet des cités obscures qu'on a commencé il y a presque 30 ans avec François Skeuten est d'abord un projet né à deux d'une sorte de mise en commun de nos imaginaires, puisque créer un monde imaginaire, créer des villes différentes, c'est d'abord les voir de la même façon. C'est très important. Donc il ne s'agit pas du tout du travail d'un scénariste d'un côté et d'un dessinateur qui mettrait en image, mais d'une vision commune jusque dans les plus petits détails, qui nous a permis d'ailleurs de faire un livre qui s'appelle Le Guide des cités, qui est comme un guide de voyage très détaillé à l'intérieur de ce monde, de renseignements pratiques inclus, malheureusement difficiles à utiliser. Et ce qui est peut-être le paradoxe, c'est que, un petit peu comme le dit notre ami, ce sont des métaphores, ces villes, Urbicante, La Tour, Bruxelles, Blossfeldstadt, etc. Ce sont chacune des concepts urbains poussés jusqu'à leur limite et quelquefois des villes de cauchemar. Mais en même temps, pour que le dessinateur puisse vivre pendant 2 ans avec un album, ce sont des albums assez longs, puisse dessiner au jour le jour ces villes, il faut les aimer. Et donc, des gens nous ont dit, par exemple, quand on avait fait La Fièvre d'Urbicante, qui est l'histoire d'une ville quand même relativement totalitaire, conçue par un homme qui est urbatecte, donc à la fois urbaniste et architecte, qui a tout conçu depuis les plus vastes perspectives jusqu'aux vêtements que les habitants doivent porter pour mettre en valeur l'architecture. Alors des gens nous avaient dit, vous êtes un peu complaisant parce que finalement votre ville, elle est belle. Et de la même façon, on a fait un album qui s'appelle Bruxelles, qui est une sorte de double un peu cauchemardesque de Bruxelles, une ville entièrement vouée aux travaux, une ville qui ne s'aime pas, qui se détruit, qui se métamorphose à toute vitesse. Et alors des gens se disent, ah mais la métaphore serait plus efficace si cette ville était moche, alors que les bâtiments que veulent construire les promoteurs dans cette ville de Bruxelles, ce sont des tours un peu new-yorkaises qui ont une certaine beauté, une certaine force. Et en même temps, nous avons vraiment le sentiment que ces mondes imaginaires, quelle que soit la façon dont on veut les traiter, il faut leur donner leur chance. Il faut les rendre d'une certaine façon séduisants, ne pas refuser la dimension esthétique, ne pas tomber dans la caricature qui pourrait rapidement devenir le travers de la littérature d'anticipation, où on décrirait un monde qui est juste impossible et invivable, et qui finalement le serait aussi pour nos personnages et pour nous. Donc il y a cette sorte de tension.
Et quelquefois, si vous lisez les albums des cités obscures, vous avez un contraste entre la première perception qu'on en a, ou qu'on peut avoir quand on voit les dessins magnifiques de Françoise Skeuten dans une exposition, comme celle qui est présentée ici, et un contraste entre cette première dimension, qui est une dimension de séduction, et puis le récit, qui est une sorte de mise en crise de cette représentation, et qui montre toutes les contradictions qui naissent au cœur de ces villes qui se voulaient un petit peu des petits mondes parfaits au départ. Nous imaginons que des gens ont voulu ces villes en poussant l'idée jusqu'au bout, et en la poussant avec une impulsion qui peut avoir une certaine esthétique ou une certaine même générosité. Mais après, ce qui nous intéresse, c'est toujours le grain de sable qui s'y glisse. Notre dernier album s'appelle d'ailleurs La théorie du grain de sable et traite vraiment de ça, de ce qui fait que, en se défaisant, la construction utopique, qui est toujours, par certains côtés, une construction qui voudrait défier l'espace et le temps, c'est-à-dire qui voudrait proposer une image close et complète, qui voudrait nous dire cette ville pourrait exister comme un tableau, et à la limite, les habitants devraient juste circuler proprement à l'intérieur de ce tableau sans rien abîmer. Et bien évidemment, cette ville est traversée par le temps, et le temps, c'est le récit, c'est le drame, c'est l'humain, et c'est tout ce qui empêche une ville d'être une simple image close. Donc voilà un peu, on pourrait dire que par certains côtés, François Skeuten est celui qui créerait le tableau, un tableau quasi tridimensionnel, et que par le travail du récit, j'aurais introduit le temps à l'intérieur de ce qui pourrait être le tableau. Et c'est cette double lecture-là qui nous intéresse et qui peut-être est très propice à la forme de la bande dessinée. Parce que ce n'est pas la même chose de traiter une ville imaginaire dans un roman, dans un film ou dans une bande dessinée. Nous n'avons pas de limite de capitaux, nous n'avons pas de limite de budget. Nous pouvons passer instantanément d'un angle de vue très très large, d'un survol de la ville, comme vous l'évoquiez, à un détail extrêmement proche. Je me souviens d'un jour, d'une conversation que nous avions eu la chance d'avoir avec Terry Gilliam, qui nous avait dit l'enthousiasme qui portait à nos récits, la tour, et dit j'aurais beaucoup aimé en faire quelque chose, mais vous comprenez, c'est un peu cher pour moi. Alors que nous sommes dit, si c'est un peu cher pour Gilliam, ça va être dur, mais finalement la bande dessinée c'est pas mal, parce que la bande dessinée, vous n'avez pas quelqu'un qui dit écoutez, votre tour c'est bien, mais vous pourriez nous la faire un petit peu plus petite, avec un peu moins d'étages, et tout Babel un Babel raisonnable. Non, nous n'avons pas besoin d'être raisonnable, et c'est très bien comme ça. Donc c'est vrai, une ville déraisonnable avec un budget d'effets spéciaux particulièrement illimité, ce qui est très agréable. Et quand on écrit une ville cauchemardesque, quand a priori on se dit on s'offre quelque chose qui est la ville dans toute sa, je sais pas comment dire, sa non-humanité, on fait comment? Merci. En fait, j'ai fait comme pour à peu près toutes les autres cités que j'ai pu avoir à développer. Moi, ma culture, alors, pour le coup, pour les cités, elle est plutôt jeu de rôle. C'est-à-dire, c'est plus une façon de bâtir les villes qui naît après une description très écrite en fait d'une cité et qui est à dessiner après coup. Maintenant, moi, j'étais amené à travailler à la fois pour moi comme pour d'autres projets sur des cités à développer où j'avais tout, où j'avais soit carte blanche totale sans écrit ou alors 300 pages de description d'une cité. Et en fait, tous ces protocoles-là ne changent rien au final à la façon de procéder. Mais en fait, j'ai tendance à travailler par plan masse. C'est-à-dire ça va être, je vais avoir une vision d'abord à plat de la ville, une vision graphique. Je ne vais pas avoir une envie de développer un concept particulier, mais plutôt d'insérer une cité à l'intérieur d'une géographie. Alors cette géographie, elle naît soit d'une description d'écrivain, soit elle naît simplement, c'est juste de dire, voilà, c'est une ville, une cité en bord de mer sur une falaise ou sur une montagne de 3 km de haut. Donc Cadaz, qui est une ville onirique, je dirais pas une ville de cauchemar, hein. Pour moi c'est onirique au sens, ça fait partie des contrées du rêve et pour moi ça n'a rien de cauchemardesque bizarrement. Ce sont des visions sombres, mais ça n'a rien de cauchemardesque. Après tous les systèmes de fonctionnement, le design découle des visions graphiques qui naissent de ces plans masse. Donc c'est la façon de donner une architecture à la ville qui après me fait dire, j'ai envie de vivre à chaque fois dans des quartiers, dans des lieux, de me promener, de me dire de tel endroit à tel endroit, qu'est-ce qui se passe, je vais me promener, et je voyage d'abord dans cette ville avant qu'elle ne commence à se construire. Et après, petit à petit, je commence à rajouter ces éléments. Mais elle se construit de façon assez empirique, en fait,
et que les visions finales résultent de tout ce travail antérieur qui peut durer plusieurs mois, là où l'image va mettre 2 jours à naître. Et c'est le cas, la couverture qui présente le château d'Onyx, qui est cette structure au milieu de la ville et qui est simplement censée représenter le palais dans lequel vivent les dieux. Déjà, ça a été un vrai casse-tête, parce qu'on en a discuté avec tous les auteurs à se dire mais comment on le représente? Est-ce qu'il y a une représentation humaine et tout? Non, c'est juste un bloc extraterrestre. Il est presque décrit comme ça d'ailleurs chez Lovecraft, même si il a encore des descriptions très humaines. Mais c'est juste une forme abstraite, mais cette image est née au bout de 3 mois de dessin. C'est-à-dire qu'il a fallu tous les temps masses de la ville, il a fallu toutes les descriptions des écrivains qui avaient fini leur texte entre-temps, il a fallu re-regarder aussi toutes les petites esquisses qui avaient été faites pendant les discussions informelles que l'on avait pour essayer de définir la cité, et le dessin, lui, naît en 24 heures. Donc c'est juste le résultat, mais c'est 24 heures plus 3 mois. Je précise que toutes ces